tous les membres du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, hein, Ferdinand. Oui, la dernière fois, lorsque nous avons commenté la une, il y a une semaine chez vous, nous avons lâché quelques documents légers et nous avons promis que nous allons continuer la publication des documents et nous monterons en puissance. Vous savez, cette affaire de pétrole est une nébuleuse. C'est une nébuleuse, c'est même un scandale d'État. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez ce qui se passe au tribunal, avec les juges qui prennent cette histoire à la légère, mes avocats ou les avocats de l'alternative ont eu le bon réflexe de dire à ces juges-là que nous ne pouvons pas mettre des documents à leur disposition parce que même si on met ces documents à leur disposition, comme ce sont des juges qui sont téléguidés, ils vont faire ce qu'ils ont déjà décidé de faire. Et donc nous, face à des juges ou à des magistrats qui ont laissé de côté le droit et qui raisonnent comme des grilleurs d'arachide de Diarpanga, nous avons décidé de prendre le peuple togolais à témoin parce que c'est au nom du peuple togolais que la justice est rendue. Et c'est pour cette raison que nous allons publier, continuer à publier les documents. Depuis que nous avons commencé cette histoire le 9 juin 2020, on a entendu beaucoup de choses. Des gens qui ont dit c'est pas vrai, c'est faux, on n'a pas de preuves, on n'a pas de documents. Aujourd'hui, plus on avance, les gens se rendent compte que vraiment c'est un dossier solide qu'on tient. Et même l'un des avocats qui faisait le tour des médias, qui niait même les détournements, a reconnu la dernière fois au tribunal qu'il peut admettre les détournements, mais qu'il ne peut pas accepter qu'on dise que son client fut. Alors, ce matin, dans la poursuite de ces documents que nous publions, nous mettons à la disposition de nos lecteurs un certain nombre de documents, des choses dont nous avons parlé déjà dans la grande parution du 9 juin 2020, notamment les comptes, les DAT, les factures, surtout les DAT. Les DAT, ce sont des dépôts à terme, ce sont des comptes généralement bloqués qui génèrent d'énormes intérêts. C'est une méthode que les responsables du comité de suivi et du comité de suivi de fluctuation ont exercé pendant longtemps et ces bénéfices-là, ils les ont empochés et ça a échappé à tout contrôle. Et donc, ce matin, nous essayons de passer un certain nombre de comptes. Les conflits d'intérêts que ces comptes sont en train de générer, vous verrez des comptes sur lesquels il y a Management Hydrocarbures qui est la société privée dirigée par le père de le fils Atakli, qui font des comptes communs, des comptes courants ou des comptes DAT avec le comité de suivi. Le comité de suivi qui est une institution en fait administrative qui n'a pas de valeur juridique. La question de savoir sur la base de quels documents ces comptes ont été créés et les bénéfices générés par ces comptes retournent dans les poches de qui. Vous avez des DAT qui sont dans presque toutes les banques du Togo, au moins une dizaine de banques, qui ont généré d'énormes bénéfices. Ces bénéfices se retrouvent dans les comptes courants du comité et l'argent est débité, on ne sait pas à quelle fin. Alors, il y a un document essentiel que nous passons aujourd'hui parce que nous avions dit à l'époque que tous les ministres du commerce qui venaient dans ce comité étaient mouillés par les responsables tous les ministres du commerce qui arrivaient étaient mouillés par les responsables du comité et les gens avaient des voitures, des maisons, des bijoux, des billets d'avion, même certains, les études de certains enfants de ces ministres-là sont pris en charge par les premiers responsables du comité. Et donc ce matin, nous publions un document essentiel et ce document, c'est des virements d'un compte séquestre de la société Management Hydrocarbures dont on nous dit qu'elle a été créée sur recommandation des traders pour veiller sur les intérêts, ce qui paraît vraiment curieux. Et donc, cette société qui a un compte séquestre dans une banque de la place a viré sur un compte de l'ancienne ministre Madame Leguezim. Je rappelle que Madame Leguezim est devenue ministre le 31 juillet 2012 à la suite de la démission du gouvernement de Congo et de la formation du premier gouvernement de Ahmed Zoulou. Et donc, cette société Management Hydrocarbures, dont le père Adjaké, le fils sont propriétaires, a viré sur les comptes de Madame Leguezim plus de 528 620 000 francs CFA en 14 mois. Alors, le premier virement a eu lieu le 30 mai 2014, 100 millions qui ont été virés sur le compte de Mme Leguezim. Le deuxième virement
le 17 octobre 2014, 72 620 000. Le troisième virement, le 6 janvier 2015, 276 millions. Le quatrième virement, le 11 novembre 2014, 50 millions. Et le cinquième virement, le 10 juin 2015, 30 millions. Et donc, voilà, et ce document, nous le passons aujourd'hui dans le journal. Voilà comment la corruption s'est installée dans ce ministère. Vous pouvez imaginer qu'en 14 mois, cette société Management Hydrocarbures a viré sur les comptes personnels de Madame la ministre 528 620 000 francs. Et cette dame a passé 6 ans au ministère. Vous pouvez faire le calcul de ce qu'elle a engrangé comme fortune pendant tout le temps qu'elle est passée dans ce ministère-là. Voilà les éléments de ce scandale d'État que nous continuons par révéler et nous espérons que face à l'ampleur des dégâts aujourd'hui, les autorités compétentes vont prendre la mesure parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des discours de lutte contre la corruption, mais il faut agir. Parce que ce scandale de Petrolgate, c'est un scandale du siècle. Au regard des ramifications, des implications et de la manière dont l'argent a été manipulé. C'est des milliards. Si vous voyez les documents que nous publions aujourd'hui, vous allez voir les mouvements sur les comptes. C'est des milliards qui ont transité sur les comptes et de l'argent qui a disparu ou de l'argent qui a quitté le Togo vers l'extérieur. Et donc voilà ce que nous essayons de décrire ce matin. En ajoutant que depuis une semaine, plus particulièrement le lundi surpassé, le rapport provisoire de l'audit a été bouclé et ce rapport a été communiqué officiellement aux personnes auditées. C'est une pratique classique de l'audit. Quand vous auditez un service, vous envoyez le rapport à ce service pour les recommandations ou les éventuelles contestations avant de faire le rapport final. Et donc ce rapport se trouve dans les mains des personnes auditées, donc de tous les services audités. Vous savez que il y a eu la STE, la STCL, il y a eu le CSEPP, il y a d'autres structures qui ont été, où les auditeurs sont passés. Donc ce rapport a été transmis à ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on entend? Les gens disent oui, puisque ce rapport est assorti de 70 recommandations, et la mission a été conduite par l'inspecteur Ibrahima Djemba, qui est un inspecteur qui a au moins plus d'une dizaine d'expériences, voire même 15 ans d'expérience, assisté de notre inspecteur, Tchabana Abdoubaki. Et donc, ce rapport est assorti de 70 recommandations, et vous savez très bien, vous l'avez certainement déjà appris dans certaines de ces recommandations, il est dit de relever certaines de leurs fonctions, de les mettre à la disposition de la justice, de restituer les fonds, ceux qui ont détourné les fonds doivent retourner les fonds au trésor public. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Les gens qui sont aujourd'hui mis en cause disent oui, nous on ne peut pas restituer tout cet argent parce que nous ne les avons pas bouffés seuls, on ne veut pas couler seuls. Et donc, ils ont commencé par organiser ils ont commencé par dénoncer, comme vous l'avez entendu, leurs complices dans certains journaux dont ils ont l'habitude d'écrire ou de faire parvenir des textes, vous l'avez certainement entendu tout à l'heure. Et donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est intéressant pour le débat parce que il faut qu'on sache réellement qui a fait quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, pendant au moins une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on sait que c'est depuis 500 milliards qui ont été détournés, c'est plus que ça. Et donc, il faut qu'à un moment donné, les autorités puissent vraiment frapper du poing sur la table pour que, cette histoire-là s'arrête. Alors, l'une aussi l'autre ligne de défense des mises en cause, c'est de vouloir remettre en cause, excusez-moi la tautologie, la probité morale d'un des inspecteurs, en disant oui, il avait eu à travailler à la SECNA, il avait eu des petits soucis là-bas, et donc il n'est pas qualifié à venir mener cet audit-là. Alors, lorsque ces gens ont commencé l'audit, vous ne les avez pas remis en cause, c'est lorsqu'ils ont fait le rapport que vous essayez de façon sibylline d'injecter un certain nombre d'arguments dans l'opinion en disant oui, certains inspecteurs sont contestables. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Je peux vous assurer que cette histoire prend désormais une autre tournure. Tous les ministres du commerce qui sont passés là-bas ont été mouillés, les gens ont eu des voitures, les gens ont eu beaucoup d'argent. On vient de donner le cas de l'Égésime, elle a eu en une seule année 528 millions
C'est plus que des milliards. Elle a passé 6 ans dans ce ministère. Les autres ministres qui sont passés, il faut voir qu'est-ce qui a atterri sur leur compte. Et nous pensons, au niveau de l'alternative, que là où nous sommes arrivés, il faut que ceux qui dirigent ce pays cassent du poing sur la table et il faut situer les responsabilités. Vous comprenez, cher ami Eric, que nous ne pouvons pas mettre ces documents-là à la disposition des juges qui ne prennent pas le temps de comprendre le mécanisme par lequel ces détournements ont eu lieu. Nous avons beau expliquer, nos avocats ont beau expliquer que pour comprendre ce scandale, il faut faire venir le plaignant pour qu'il y ait un débat. Et il faut que les juges s'entourent d'experts dans le domaine du pétrole pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais ces juges n'ont pas voulu. Nous préférons mettre ces documents à la disposition des peuples togolais. D'accord, mais c'est quand même glaçant ces révélations, Ferdinand Ité. Finalement, on est en face d'un vaste réseau de corruption qui touche même les ministres de la République. Vous venez d'évoquer le cas de Bernadette Leguezim Balouki, Liberté et le Médium aussi en ont fait allusion tout à l'heure. Est-ce qu'on ne gagnerait pas facilement en auditant toute la République, Ferdinand? Non, mais comme je venais de le dire, les implications sont énormes. Vous ne pouvez pas imaginer, les fraudes sont énormes. Et la semaine passée, nous avons passé une facture d'achat de champagne. Cette facture seule nous renseigne sur la fraude qui a été organisée pendant longtemps dans ce ministère. La première chose qui vous frappe sur cette facture, c'est qu'on a vendu du champagne jusqu'à 13 millions, il n'y a pas de TVA. Vous imaginez? La deuxième chose, c'est que est-ce que cette boutique vendait vraiment du champagne? Et on se rend compte aujourd'hui, après avoir poussé plus de les investigations, que ceux qui ont livré cette facture de champagne se trouvent dans la famille Adjati. Donc, est-ce que c'est une manière de couvrir des dépenses, de justifier des dépenses? Est-ce qu'on a vraiment livré du champagne? Alors, il va falloir que, au niveau des inspecteurs ou au niveau du fisc, on reprenne toutes les factures que ce comité a délivrées pour voir qui sont ceux qui ont fait les prestations. Est-ce que les boutiques ou les sociétés qui ont fait les prestations existent réellement? À qui elles appartiennent? Est-ce qu'ils ont payé la TVA? Voilà. Et vous savez très bien que lors du procès, le PR a envoyé ses experts pour suivre ce procès et comprendre comment est-ce que les mises en cause ont longtemps fraudé le fisc. Mais les juges n'ont pas permis qu'on aille vraiment dans le fond du débat pour que les gens comprennent. Donc, la question est là. Il faut que les gens de l'OTR se saisissent de toutes les factures, que les factures de prestations que le comité a eues et les passer au peigne fin pour savoir pourquoi sur ces factures il n'y a pas eu de TVA, qui sont les auteurs de ces factures, qui sont les sociétés qui ont fait les prestations, à qui les appartiennent. Voilà. Donc, le réseau est énorme. Et c'est pour cela que nous disons au niveau de notre organe que c'est quand même un scandale méga. Alors, demain, mercredi, votre journal Alternative et vous serez situés sur la décision du juge. Le ministère public, c'est-à-dire le procureur, demande votre condamnation pour insuffisance de preuves. Un petit peu curieux quand même. Vous allez vous attendre à quoi finalement, Ferdinand? Pas grand-chose. Mes avocats l'ont déjà dit, pas grand-chose. Si les juges devaient faire leur travail avec les nouveaux éléments qui sont aujourd'hui mis à disposition, dans presque tous les journaux qui sortent ce matin, ces juges-là devaient revoir leur décision, en commençant par le représentant du parquet. Et donc, et laisser tomber cette affaire-là et ouvrir aujourd'hui une enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Ou à défaut d'ouvrir l'enquête, prendre le rapport des experts pour ouvrir une information judiciaire et poursuivre tous ceux qui ont volé de l'argent pendant des années. Parce que quand il y a des milliards qui disparaissent, c'est les hôpitaux qui en pâtissent, c'est les écoles qui en pâtissent, c'est l'université qui en pâtit, c'est les fonctionnaires qui n'ont pas de salaire. Vous voyez. Et quand on se rappelle que dans ce pays, on a augmenté le pétrole, les gens ont protesté et qu'on a tué les gens pour ça, il y a un problème. Quand vous voyez comment est-ce que les gens se distribuent de l'argent et qu'on assassine les petits vendeurs de boulettes dans la rue, il y a un problème. Donc, je pense que si les juges devaient faire normalement leur travail, ils devaient prendre le temps de comprendre le dossier, comme nous l'avons dit dès le départ, et voir comment est-ce qu'ils vont appréhender cette affaire-là, qui est une affaire assez complexe. Mais bon, les juges n'ont pas pris ce chemin. Malheureusement, c'est la justice togolaise, mais nous, on n'entend pas grand-chose. C'est pour cela, je venais de le dire, que nous avons décidé de ne pas remettre ces documents, ou les documents que nous jugeons nécessaires de publier à ces juges-là, parce qu'ils ne comprendront rien, ils vont les jeter à la poubelle, parce qu'ils ont déjà eu des instructions de condamner le journal.
électorale. Et donc, nous préférons mettre ces documents à la discussion du peuple togolais, ces populations qui ont été spoliées par ceux qui ont géré ce comité-là, et c'est au nom de ces populations que la justice est rendue au Togo. Juste encore un mot, hein. Tout à l'heure, Credo Tété évoquait le cas de Artem Aoumezounou, visiblement mouillé aussi dans ce scandale de corruption. Les auditeurs demandent qu'il restitue la voiture qui lui a été donnée par le comité. Mais tous les ministres ont eu des voitures, et les voitures étaient achetées à Sifao. C'était des cadeaux que les responsables du comité, c'est-à-dire M. Adjaki, qui est le coordonnateur, ils sont faisaient à tous les ministres qui arrivaient dans ce département. Tous les ministres ont eu des cadeaux. Nous avons parlé de la voiture que roule actuellement Mme Leguezine, qui est une Prado achetée par le comité, ce qui n'est pas normal. Vous imaginez ce que c'est? Ce qui n'est pas normal. Donc, dans les recommandations de l'audit, il est demandé que les ministres qui ont gardé, qui ont eu ces voitures-là comme cadeau, restituent ces voitures à l'État, tout comme les fonds qui ont été détournés, et c'est des milliards, des centaines de milliards qui ont été détournés. Il faut que ces fonds retournent dans les caisses de l'État, peut-être que ça permettra de construire les hôpitaux, d'acheter un scanner peut-être quelque part, ou de faire quelque chose. Vous pensez que Mme Leguezine, aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale, elle représente une des circonscriptions dans la COSA, et la préfecture de la COSA n'a pas de scanner. Les hôpitaux n'ont pas de scanner. Les gens quittent là-bas pour aller à Tanguita ou, je sais pas, ou à Djougou pour faire le scanner, encore s'ils arrivent vivants. Mais si elle a empoché en une seule année 528 millions, aujourd'hui, un scanner de marque Générale Électrique à 32 barrettes, on l'achète à 300 millions. On aurait pu prendre cet argent et doter la ville de Cara d'un scanner qu'on aurait sauvé des vies humaines. Voilà ce que nous disons. Il faut que l'argent public serve à améliorer les conditions des populations plutôt qu'à enrichir un certain nombre d'individus qui ont été appelés à gérer les affaires au nom de nous tous. Voilà ce que nous dénonçons. On n'en veut pas personnellement quelqu'un, mais nous estimons que lorsque vous êtes à des postes de responsabilité, il faut rendre compte. Mais quand vous prenez des libertés avec l'argent public, il faut aussi rendre compte. Voilà. Très bien. Ça devient intéressant tout ça. C'est dans la même optique que vous parlez justement de la lutte contre la corruption au Togo. Les discours mielleux de Faure Gnassingbé à la jauge Petrolgate. On lira donc tous ces sujets dans votre journal L'Alternative. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci, je reste loin d'État, Eric. Et passez une excellente journée. À plus tard.